Bien voilà, mesdames, messieurs, bonjour, bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous suivez, et bienvenue dans cette tribune tout à fait spéciale sur les coûts légaux des procédures judiciaires. Voilà qui nous pousse aujourd'hui de nous interroger sur les coûts légaux des procédures judiciaires. Mais d'entrée de jeu, il faut aussi dire que nous sommes dans un pays où 70% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. Le seuil est fixé à moins de $, donc sensiblement moins de 500 francs CFA par personne. Aussi, il faut rappeler que le SMIC congolais, il est à 60 000 francs CFA. Et le rapport qui nous est parvenu, 2011 bien entendu, de l'Office national de la main-d'œuvre et de l'emploi, l'ONEMO, nous dit qu'il y a 34,2% de chômeurs. Vous le savez, le pouvoir d'achat des Congolais, il est très faible. Sur ce plateau, j'ai la plupart des acteurs, sinon les représentants des acteurs du système judiciaire congolais, notamment j'ai le greffier en chef du tribunal de grande instance de Pointe-Noire, le maître Mathias Purundinga, j'ai également maître Jean-Clément Gatali, qui est le greffier en chef du tribunal d'instance de Tiétié. Nous avons maître Hugues Poiti, qui est avec nous, il est notaire. Nous avons maître Senga, Magloire Senga, qui est avocat à la cour. Nous avons aussi Alain Louganana, qui représente la société civile. Il est de la commission diocésaine de justice et paix. Et nous avons un peu plus à gauche, monsieur Georges Nguila, qui représente l'OCTH. Il est le chef d'antenne ici. Voilà le décor planté, mais je vais commencer donc par monsieur le greffier en chef du tribunal de grande instance de Pointe-Noire pour dire qu'évidemment, il existe au Congo un arrêté 3088 MJD, lisons les textes, c'est beaucoup mieux, MEFB du 9 juillet 2003 sur la tarification des actes et de certaines formalités de greffe en matière civile et commerciale. Quel commentaire faites-vous de son exécution à ce jour? Merci, monsieur le journaliste, de cette opportunité que vous m'accordez d'être présent sur ce plateau. Le commentaire que je veux faire sur l'arrêté qui fixe les tarifications des actes de greffe. C'est vrai, cet arrêté a été pris en accord avec le ministère des Finances. Il est vrai que nous l'avons exécuté. Nous avons exécuté, disons, les termes de cet arrêté, c'est-à-dire que les tarifications qui sont fixées dans cet arrêté. Mais aujourd'hui, c'est vrai, le thème est très important. Je ne peux plus faire un commentaire là-dessus parce que il y a une loi des finances qui est venue comme mettre fin à l'exécution de cet arrêté. Donc, je ne vois pas quel commentaire pourrais-je faire encore. Parce que... Oui, mais maître, dans tous les cas, puisque vous parlez qu'il y a une loi de finances qui venait de mettre terme à cet arrêté, mais-il que les actes, certains actes judiciaires sont toujours payants? Je rappelle à nos téléspectateurs que sur ce plateau, nous sommes deux animateurs avec John Dinga du journal Tanassa. Je reviens donc, maître, on nous dit que certains actes sont toujours payants jusqu'aujourd'hui. Pourtant, ça serait gratuit. La loi des finances est claire. La loi parle du casier judiciaire, du certificat de nationalité et des décisions de justice. Si je prends, par exemple, un acte d'appel n'est pas une décision de justice. Et si je prends la consignation, c'est-à-dire que quand le dépôt de requête, il n'est pas dit dans la loi que le dépôt de requête est suspendu, non. Donc, le dépôt de requête est payant et
si quelqu'un a besoin d'un acte d'appel qui n'est pas une décision judiciaire, je crois qu'il est en droit de payer. Je vais intéresser Maître Jean-Clément Gattali, greffier en chef, je rappelle, du tribunal d'instance de Tieti. Est-ce que par vous, on peut confirmer que maintenant les casiers judiciaires, les certificats de nationalité sont gratuits? Merci monsieur le journaliste de m'avoir accordé la parole pour intervenir sur ces questions très importantes. Je vous confirme évidemment que le casier judiciaire et le certificat de nationalité sont aujourd'hui gratuits devant tous les tribunaux. Je voulais ajouter pour dire que ces imprimés ne sont même pas l'émanation du tribunal. C'est le ministère des Finances qui nous les fournit par le biais d'un régisseur qu'il a affecté au niveau des tribunaux et qui doit déposer ces imprimés auprès de chaque greffier en chef du tribunal pour permettre aux justiciables de se servir lorsqu'ils en ont besoin. Et donc il n'y a pas de raison qu'on puisse effectivement demander quoi que ce soit pour les imprimés qui ne sont même pas l'émanation du tribunal. Non seulement que certains actes sont, c'est vrai, gratuits, mais il y a des coûts qui sont pratiqués, qui sont trop élevés, qui font que certains justiciables, sinon les Congolais moyens, n'accèdent plus à la justice. Je voulais justement revenir un peu sur l'aspect du problème qui a été soulevé par mon collègue tout à l'heure, sur la loi de finances de 2012, qui consacre la gratuité d'un certain nombre d'actes judiciaires comme les décisions. Ça suppose qu'une décision de justice doit être gratuite. Et donc en ce moment-là, on ne peut pas parler de coût. Parce qu'on ne peut parler de coût que si seulement ces actes ou cet acte qui s'appelle décision de justice devrait être payant. Mais dès lors qu'il n'est pas payant, on ne peut donc pas parler de montant qui est exorbitant ou du montant qui est insuffisant. Une grosse, c'est un acte de justice. Oui, c'est un acte de décision de justice. Voilà pourquoi et pour lequel on a consacré effectivement la gratuité par la loi de finances de 2012. Et je crois que sur ce point, le président de la République qui a le souci de faire que la justice se rapproche du justiciable a voulu effectivement que ces actes soient gratuits. Et nous sommes un service public. Un service public est censé travailler pour la satisfaction de l'intérêt général. Et une loi qui est impersonnelle, qui est d'ordre général, ne peut qu'être appliquée par les acteurs judiciaires que nous sommes. Et donc, en ce moment-là, on ne peut pas mettre un frein au fonctionnement de l'État. Donc, il n'y a pas de raison, effectivement, que ces actes soient effectivement payants, parce que ça a été effectivement dit par le gouvernement. Est-ce que cela veut pour autant dire que si quelqu'un se retrouvait face à une telle situation où on lui demandait de l'argent, nous posons cette question exprès parce que nous avons une situation que nous avons suivie, il faut le dire, il n'y a plus rien à cacher. Le cas Barros contre Odjed, on a demandé à Madame Barros de payer 15 millions pour lever sa grosse. Voilà que cette demoiselle s'est retrouvée dans une situation inconfortable. C'est pourquoi je vous pose cette question. Or là, vous nous dites que tout est gratuit. Qu'est-ce qui peut faire que certains citoyens se retrouvent devant ces situations? Bien, pour répondre à cette question, je ne sais pas maintenant là comment situer effectivement cette décision. Est-ce que cette décision était rendue avant la publication de la loi des finances, avant la promulgation, je voulais dire, consacrée, de la loi des finances 2012, ou après la promulgation de la loi? Étant entendu que la loi ne rétroagit pas, que si seulement cette décision était prise avant que la loi de finances 2012 soit promulguée, il y avait toujours, ce n'est que normal, qu'on puisse effectivement le faire à l'époque. Mais si c'est maintenant là, je ne pense pas que le greffier en chef puisse effectivement demander ce montant. Et de plus, je voulais ajouter quelque chose pour dire que, en dehors de la loi de finances 2012 qui consacre la gratuité de certains actes de justice, il n'y a que le Code général des impôts n'a pas supprimé les dispositions qui demandent à ce qu'on fasse l'enregistrement au domaine et timbre. Ça suppose que lorsqu'une décision est rendue aujourd'hui, il y a des frais qui sont inhérents à l'enregistrement au niveau du domaine et timbre.
Et pour cela, il y a l'article donc 209 du Code général des impôts, et il y a ensuite l'article 212 du Code général des impôts sur le droit proportionnel, qui exige à ce que les décisions de justice soient donc enregistrées à leur niveau. Et donc, si jamais un greffier-en-chef pouvait demander quelque chose, je crois qu'il ne peut se limiter qu'à ce montant, étant entendu que les autres frais de justice ont été effectivement supprimés par cette loi de finances 2012. Est-ce qu'il n'y a pas un barème, j'allais dire, de ces tarifications-là, qu'on parle d'avant ou après la loi de finances? Parce que si c'est avant et qu'on pouvait demander 15 millions à un citoyen pour lever la grosse, y a-t-il pas un barème pour ces montants, pour ces tarifications-là? Il y a le taux proportionnel, il y a le taux fixe. Ça, c'est l'enregistrement. Donc, le taux proportionnel, je crois qu'on peut le dire, c'est 3%. Ça, c'est les impôts. 3%, lorsque vous avez gagné un procès, les 3%, c'est sur le principal. Voilà. Donc, ça dépend du montant que vous avez, qu'on vous a alloué. Si c'est 10 millions, si vous multipliez ou bien 3% de 10 millions, vous voyez comme ça fait? Ça va aux impôts. Oui, mais on veut savoir, est-ce que les impôts ne sont pas de l'administration publique? Lorsque déjà le gouvernement déclare la gratuité, bon, mais vous n'êtes pas des impôts, on ne va pas vous poser cette question. On va se rapprocher de nos amis des impôts. Alors, John Dinga, vous avez merci beaucoup. Avant la loi de 2012 dont vous avez parlé tout à l'heure, mais il y avait auparavant une loi, la loi de 1983, qui parlait de l'assistance judiciaire, juridique au profit des populations peut-être démunies. Mais malheureusement, la justice congolaise s'est toujours montrée impitoyable, même vis-à-vis des démunis. L'assistance judiciaire, malgré le fait qu'elle a été prévue effectivement par la loi, mais la mise en œuvre de cette assistance judiciaire paraît être un peu difficile parce qu'il n'y a pas eu de texte d'application. Or, il se trouve que pour qu'il y ait assistance judiciaire au Congo, il fallait nécessairement qu'il y ait un bureau d'assistance judiciaire qui soit mis en place. Et ce bureau d'assistance judiciaire mis en place devait donc recevoir les demandes des gens qui sont démunis pour leur permettre d'avoir facilement accès à la justice. Et cette demande devait donc être examinée par ce bureau d'assistance judiciaire, et lorsque ce bureau accorde l'assistance judiciaire à un citoyen, à partir de ce moment, cet individu ou ce justiciable peut donc avoir accès librement à la justice, et non seulement au niveau du tribunal, mais au niveau également des autres acteurs judiciaires qui sont des avocats, des huissiers de justice, de sorte qu'en ce moment-là, l'avocat qui a été commis par cette décision d'assistance judiciaire doit te défendre gratuitement. Et lorsqu'il s'agit d'exécuter maintenant la décision judiciaire qui a été rendue, l'huissier de justice également qui vous doit être commis en ce moment doit exécuter gratuitement cette décision pour vous. Mais or, nous avons constaté sur le terrain que ce mécanisme ne fonctionnait pas tel que ça a été prévu. Et nous avons simplement constaté qu'il y a donc des justiciables qui, lorsqu'à l'époque on taxait effectivement ces décisions judiciaires, quand ils ne sont pas en mesure de lever leur grosse, de faire face aux frais d'enregistrement et consorts, c'est en ce moment qu'ils formulaient la demande auprès du président du tribunal simplement pour demander cette assistance judiciaire, et en ce moment, le président était libre d'accorder ou de ne pas accorder. Et donc, en ce moment-là... Alors, il a existé les cliniques juridiques, on en a parlé tout à l'heure. Où sont-elles passées? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Le problème, c'est d'abord, bien avant, l'accès à la justice. L'accès à la justice, vous connaissez toute la procédure, depuis le tribunal d'instance, au tribunal de grande instance, à la Cour suprême. Et donc, prenez le cas d'un citoyen qui se trouve à Infondo. Il se trouve à Infondo là-bas. Il y a d'abord un premier problème qui nous étonne, nous. On nous demande, souvent quand nous accompagnons les gens en justice, qu'on donne une provision de 10 000 francs. Est-ce qu'il y a un texte qui institue que lorsqu'on se rend au tribunal du travail,
ou lorsqu'on se rend au tribunal de grande instance, qu'on dépose 10 000 francs. C'est d'abord ça ce que nous voudrions savoir. Et nous pensons aussi que pour favoriser l'accès à la justice, il faudrait qu'on rapproche la justice du justiciable. Mais ce n'est pas seulement au niveau de l'assistance judiciaire, mais en rapprochant même les institutions, c'est-à-dire que la cour d'appel ne soit pas seulement à Dolisie, que ne soit pas seulement au Wando, parce que voyez-vous, si je ne suis pas d'accord d'une décision de justice, je vais aller au tribunal de grande instance. Là-bas, si je ne suis pas d'accord, j'irai à la cour suprême, plutôt à la cour d'appel. Et après à la cour d'appel, j'irai à la cour suprême. Mais voyez-vous, pendant tout ce parcours-là, prenez le cas du citoyen qui se trouve à Infondo là-bas. Ou prenez le cas du citoyen qui se trouve à Nsiaki. Déjà, quand le ministre Mbemba était aux affaires, il a fait une fois un exposé sur le corps judiciaire. Les tribunaux d'instance, il y en avait, je crois, au moins 76, mais sur les 76, il y avait au moins 45 qui étaient fermés par manque de magistrats. Alors, donc, voyez-vous, il se pose un problème bien avant. Parce que là, on voit que les... Oui, mais là, c'est un problème de structure. C'est difficile à gérer parce que nous apprenons également que Paris n'a pas été construit le même jour. C'est difficile d'installer ces instances et à tous les niveaux. Par contre, on nous a dit qu'aujourd'hui, tout est gratuit, à moins que... Oui, c'est pourquoi je veux rebondir sur la question de la provision de 10 000 francs. Est-ce qu'il y a un texte qui institue le dépôt d'une provision de 10 000 francs quand vous avez un problème ou lorsque vous vous présentez au tribunal? C'est ce que je veux d'abord savoir. Maître Clément veut réagir. Je crois que le premier acte qui n'a pas été effectivement pris en compte par la loi des finances 2012 sur la gratuité, c'est effectivement la provision. La provision existe depuis toujours. Et pourquoi? Parce que la provision, c'est le montant qui couvre les frais normaux de la procédure. Lorsqu'il y a une requête qui a été déposée par un justiciable, il faut nécessairement, je parle là bien sûr en matière civile, il faut nécessairement que le double de cette requête et les pièces qui accompagnent cette requête soient pour communiquer à la partie adverse. Et donc, ça se fait sur la base de cette provision. Tous les actes qu'on doit faire dans le cadre de la procédure judiciaire, on doit effectivement défalquer cet argent sur cette provision. Et la disposition légale qui a fixé la provision dit même que lorsque cette provision s'avère être insuffisante, le président du tribunal peut prendre une ordonnance pour demander son complément. Et donc, ce n'est pas une affirmation gratuite que de dire qu'il faut nécessairement qu'une provision soit déposée. Je crois que nous avons d'autres acteurs judiciaires qui sont sur le terrain ici, comme Maître Senga qui est là, ou les autres. Ils peuvent effectivement témoigner. Et je vous dis qu'il y a une loi qui a décrété effectivement, bon, je ne peux peut-être pas décréter, mais qui a prévu... Monsieur le greffier en chef, complément. Non, je voulais juste appuyer ce que vient de dire mon collègue, parce que il y a une loi, malheureusement nous ne l'avons pas amenée, une loi qui fixe la provision. Non seulement la notification, mais il y a aussi des jugements avant dire droit qu'il faut signifier. Mais on est en train de... On grignote là-dessus, là, sur cette provision-là aussi. Parlons toujours de l'arrêté 3088 du 9 juillet 2003. Mais l'article 220 du Code du travail parle de la gratuité de la procédure à tous les degrés. La gratuité de la procédure à tous les degrés, c'est-à-dire du début à la fin, jusqu'au verdict. Malheureusement, on a toujours constaté qu'il y a des provisions à demander, qu'il y a beaucoup de choses. Comment vous expliquez ça, cet écart entre la situation de droit et la situation de fait? Je suis sûr que ça se passe comme ça. C'est-à-dire que la procédure est gratuite là-bas. Mais il y a aussi le fait que, peut-être, je dis peut-être parce que je n'ai pas vérifié, il y a peut-être le fait que si on demande quelque chose, c'est peut-être pour le déplacement. Parce que, comme venait de dire mon collègue, lorsque vous déposez une requête, mais le tribunal, après avoir fixé la date de l'audience, il faut que
quelqu'un se transporte pour déposer ou signifier ou notifier à la partie adverse votre requête et le double de la requête et les pièces qui accompagnent cette requête. Mais en ce moment-là, il peut pas aller à pied. Si vous a demandé peut-être 5 000 francs pour le déplacement, je crois, hein, je dis. Monsieur le préfet, comme quoi il n'y a pas un budget pour ça Un budget pour ces déplacements? Non, je ne pense pas. Nous savons que la procédure au niveau du tribunal du travail, elle est gratuite. Et nous devons veiller effectivement à ce que cette procédure à ce niveau soit gratuite. Au niveau du tribunal du travail, parce que je crois que si le législateur l'a prévu, c'est parce qu'il suppose que c'est quelqu'un qui vient par exemple de perdre un emploi et qui aujourd'hui n'a pas suffisamment de moyens pour lui permettre d'avoir accès à la justice. Et donc en ce moment-là, le législateur a pensé qu'il ne faut pas consigner une provision de 10 000 francs comme on le ferait au niveau du tribunal civil. Parce que là-bas, vous cherchez à trouver satisfaction, à trouver la solution à votre problème. Parce que le problème d'emploi, vous savez, c'est un problème très épineux, un problème très important. C'est donc différent en matière civile où vous-même, vous pensez qu'aujourd'hui vous avez un contentieux en matière, au niveau en règlement de propriété, ou encore qu'il y a quelqu'un qui vous doit, c'est vous-même que choisissez le moment d'intenter une action au niveau de la justice. Ce qui est contraire au niveau du tribunal du travail parce qu'en ce moment, licencié par votre employeur, vous avez donc la nécessité de déposer une requête pour permettre à ce que vous puissiez trouver satisfaction. Donc, il me semble, je dis bien, il me semble que c'est pour cette raison qu'on a pensé que la procédure à ce niveau doit être gratuite. Et nous veillons tous pour que, effectivement, la procédure soit à ce niveau-là gratuite. Merci. Alors, Maître Senga, voilà qui intéresse les avocats que vous êtes, puisque pour aller au tribunal, il faut une défense, il faut un avocat. Ici, on nous dit, là-bas, la procédure doit être gratuite. Et quand on arrive chez vous, c'est là où on a vraiment... c'est un casse-tête chinois. Est-ce que, à votre niveau, il n'y a pas une tarification légale ou un barème? Parce qu'il y a des montants là-bas aussi qu'on déplore au niveau des conseils. Des montants à quel niveau? Les honoraires. Bon, les honoraires de l'avocat se négocient entre le client et l'avocat. Vous voyez, l'avocat, par rapport d'abord à sa notoriété, par rapport à la complexité du dossier, peut effectivement fixer soit une provision, parce qu'il y a des procédures assez complexes, où on ne peut pas connaître les tentacules ultérieurs de la dite procédure. Donc s'il vous disait, bon, il y a telle procédure, je vous demande tant, alors que la procédure va prendre des tentacules tels que, effectivement, ce qu'il vous aura demandé pourra être insuffisant. Donc ça dépend des cas. Et on rend disponible une note d'honoraires au client qui, suivant les moyens, peut négocier, suivant les circonstances, peut négocier avec l'avocat. Mais il arrive que l'avocat abandonne la procédure parce que le client n'a plus de moyens. Non, l'avocat n'abandonne pas la procédure. L'avocat est, s'il n'y a pas de moyens, ben c'est le client qui abandonne sa procédure. Vous avez ici des cas, je vous dis, vous avez ici des cas, un client qui vient vous confier un dossier et il dit à maître, ah ça va demain, bon, maître, aujourd'hui j'ai 15 000, bon, prenez ça, je vais revenir. Et il disparaît. Vous n'avez même plus de ses nouvelles. Non, je pense qu'en pareille situation, ce serait faire preuve de mauvaise foi que de dire que l'avocat a abandonné ce dossier. Effectivement, c'est le mauvais client qui a abandonné et le dossier et son avocat. Et c'est à ce niveau qu'intervient évidemment le thème, puisque nous parlons des coûts légaux, des procédures judiciaires. C'est que à ce niveau-là, est-ce qu'un avocat est en mesure de comprendre que son client n'a plus rien, mais qu'il peut faire aboutir le... Mais si le client n'a plus rien, qu'il le dise à l'avocat au lieu de disparaître. C'est ça le problème. Il ne disparaît pas. Il dit à l'avocat, j'ai telle situation, lorsque je serai en mesure, vraiment... Et il vient suivre sa procédure également. Parce qu'il faut qu'il vienne chez l'avocat pour dire à maître, nous sommes à quel niveau, tout ça. Mais je vous dirais que nous, les avocats,
il y a des mots, souvent, nous plaidons gratuitement pour des situations de certaines personnes par rapport à sa situation sans que plutôt nous puissions en faire la publicité. Pourquoi le ministère de la Justice n'a pas établi une sorte de barème pour les honoraires des avocats, pour les honoraires des notaires, des huissiers, tout ça? Parce que là, j'ai l'impression que le client ne sera que le dénom de la farce. Chaque jour, il sera floué, puisqu'il n'y a que lui, l'avocat, qui sait que le dossier est complexe ou non. Moi, profane en matière de justice, en matière de droit, je ne peux pas mesurer la complexité ou non d'une affaire. Mais le ministère de la Justice aurait dû quand même fixer, comme le ministère du Commerce fixe les prix des marchandises. Non. Et la problématique de ce thème, c'est sur les frais de justice. Qu'est-ce qu'on entend par frais de justice? Les coûts des actes. C'est ça la problématique. Les coûts des actes, ce sont effectivement, ça commence par la provision que l'on verse au greffe et les coûts des différents actes, etc., etc. Bon, maintenant que ça tourne vers les honoraires des avocats, des notaires, des huissiers, bon, je me demande si c'est séance tenante qu'on élargit cette problématique. On parle des coûts légaux, des procédures judiciaires. Donc tout ça, c'est contenu. Qu'à cela ne tienne. Parce que là, c'était pas mon entendement au départ. Évidemment, il y a un obstacle lorsque ça devient trop cher au niveau des avocats. Non, parce que... bien. En ce qui concerne la distinction qu'il faille opérer entre les avocats, les huissiers, les notaires, il faut distinguer que les notaires et les huissiers sont des officiers ministériels. Donc, qui ont reçu une charge de l'État pour un peu démembrer leur domaine d'activité. Et bien entendu, en ce qui les concerne, il y a un barème qui existe, qui a été effectivement pris par le ministère de tutelle. Par contre, pour les avocats sont une profession libérale à part entière qui ne dépendent pas du ministère de la Justice d'un point de vue hiérarchique. Voyez-vous, au point où l'avocat, libéral qu'il est, dès qu'il est consulté, et le client le sait, l'avocat lui fixe le taux des honoraires. Et dans tous les pays du monde, en tout cas de l'espace juridique francophone, cela se passe de la même manière. Mais c'est évidemment, ce sont ces taux-là que l'on déplore. C'est trop cher, on dit c'est trop mais tout comme aussi, ça peut être trop moins cher. Voyez-vous, une fois, je reçois un client. Je lui dis, bon, pour ton affaire, parce que je cerne et les coûts. Pour ton affaire, par exemple, c'est 100 francs CFA. Un exemple. Et lui me dit, ah non, j'étais chez maître un tel qui m'a dit que lui, il peut prendre 5 francs. Je dis, mais tant mieux, ça t'arrange. Donc, on repart chez maître un tel qui t'a demandé 5 francs. Et c'est le client lui-même qui dit, ah non, 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 on dirait avec 5 francs, celui-là, il semble être un aventurier, mon dossier ne sera pas bien suivi. Et je constate que même avec 5 francs, alors que maître, vous avez des secrétaires à payer, ce n'est pas l'État qui paye vos secrétaires, ce n'est pas l'État qui paye votre courant, ce n'est pas l'État qui paye votre local. Et au tribunal, renvoie à telle affaire avec 5 francs. Ah non, maître, moi en tout cas celui-là, il ne me rassure pas. Mais maître, vous m'avez demandé 100 francs, est-ce que je ne peux pas donner 95 francs? Bon, d'accord. D'accord, parti. Et ce n'est pas comme ça, au hasard, je me lève, je dis, bon, tel... Non, non, non. C'est par rapport au coût. Et souvent, avec le client, on lui détaille. On lui détaille. Je pense que s'il y a certains ici qui ont déjà eu des affaires au tribunal, mais écoutez, vous partez au tribunal, surtout
nos confrères ici savent qui ont, par exemple, des affaires correctionnelles, où vous pouvez être là de 8 heures, parfois jusqu'à 19 heures. Et donc le client doit payer tout ça. S'il vient me voir, mon avocat, il doit payer ça. Le commun de mortels dit que la justice, c'est fait pour les nantis, ceux qui ont les moyens. Non. La justice, elle est pour tout le monde. Pour tout le monde. Il n'y a pas... D'abord, la loi dit qu'il y a égalité des Congolais devant la justice. Donc, je ne vois pas dire que non, mais la justice, c'est pour les nantis. Et puis, non, je ne pense pas. Parce que la justice, elle est rendue au nom du peuple congolais. Et elle est pour tout le monde. Pour tout le monde, alors Maître Ido, puisqu'on va parler Monsieur le notaire, au niveau des actes notariés, voilà qui pose encore un réel problème. Ce qui est vrai, c'est que la culture, les conseils juridiques, ce n'est vraiment pas congolais, hein, on apprend. Et de moins en moins, on consulte vos cabinets de notariat. Vous allez donc nous dire, est-ce que c'est parce que vos services sont trop chers ou c'est un autre problème au niveau de la culture congolaise? Merci, monsieur le journaliste. La question est bien posée. En ce qui concerne le notaire, comme vous l'a défini tout à l'heure, Maître Senga, est un officier public. Et le notariat, dont je relève, est une profession bien organisée. Et à ce propos, la Chambre de notaire, tout en connaissant l'organisation interne de la profession, s'est attelée à monter notre tarif légal de nos émoluments et honoraires. Ce tarif existe depuis près de 10 ans. C'est pas en fonction de ceux qui se présentent à vous, non? Non, c'est pas en fonction. Les notaires, bien que ce tarif, je vais avancer, aller un peu plus loin dans mon propos, ce tarif n'est pas à ce jour approuvé par l'organe de tutelle. Nous faisons le pied de grue au niveau de notre organe de tutelle pour faire adopter ce tarif. Mais on n'a aucune réponse de notre organe de tutelle jusqu'à ce jour. Et la dernière fois, nous avons reçu notre communication de la part de notre président, toujours dans ce sens-là. Ce qui se passe, c'est que les notaires sont aujourd'hui régis par une certaine uniformisation de nos coûts parce que nous travaillons tous sur la base de ce tarif. Donc, ça nous évite de nous jeter dans l'arbitraire et jeter nos clients dans l'arbitraire. Donc, nous avons un tarif que nous appliquons tous à ce jour et aucun notaire ne se permet de facturer un client, c'est-à-dire à sa tête. Pourtant, on note de plus en plus les sociétés qui vous contactent et non les Congolais moyens. Voilà notre curiosité. On se dit que c'est trop cher là-bas. C'est beaucoup plus les entreprises qui s'en intéressent. Merci. Monsieur le journaliste, ça fait aujourd'hui 8 ans que je suis notaire. Ça veut dire que j'ai une petite expérience dans cette profession. Je vais vous répondre à cette question en vous disant que le notaire que je suis moi-même, je vous parle de moi personnellement, il m'arrive de faire du social. Je vais vous prendre un exemple. Une succession qui vient vers moi, requérir mon ministère pour ouvrir une succession, ouvrir la succession et puis procéder à la liquidation. Et je me réfère à mon tarif. Je sais que l'ouverture de la succession, c'est 50 000 francs. Et après que je me sois référé à mon tarif, il faut que je regarde si le compte du défunt est quand même bien garni. Mais le compte du défunt vous affiche 100 000 francs. Moi, un homme sensible. Ça, c'est votre sensibilité qui joue alors. Je le fais et la plupart des notaires le font parce qu'on se retrouve souvent en séance de travail et chacun fait part de son expérience aux autres. Donc, il nous arrive de faire souvent du social. Nous faisons aussi du social, je ne dis pas souvent, mais nous faisons aussi du social. Alors donc je retiens de vos propos la peur bleue des citoyens qui ne s'approchent pas de vous, c'est ça le problème? Exactement, voilà, c'est une tribune, elle est vraiment, je dis toujours que
l'action de la justice paix a pour maître mot la transparence dans tous les domaines de son exploration. Il faut qu'on soit transparent ici, hein, pour éclairer nos populations et tout ça. Le client ici est victime, mais le client aussi est auteur de ses propres malheurs. Quelquefois, je vous le dis, hein. Maître Senga l'a dit en ces mots et termes. Je vous dis que le client aujourd'hui, d'abord, il ne sait pas à qui s'adresser quand il a un problème. Est-ce qu'il faut qu'il aille chez un avocat? Est-ce qu'il aille chez un huissier de justice? Est-ce qu'il faut qu'il aille chez un notaire? S'il frappe à la porte de l'huissier alors que l'huissier n'est pas compétent, je vous dis qu'il y en a parmi eux qui peuvent s'engager à faire ce travail-là. Mais moi, j'ai déjà reçu des clients qui ont reçu un rejet auprès d'une banque parce que le mandat, donc la procuration a été faite par un huissier de justice. Mais il aura déjà payé là-bas. Maître Senga veut réagir, hein? Oui, je pense sur cette question-là, il y a des choses qu'on n'a pas encore dites. Il faut le dire maintenant. Parce qu'il y a ce qui est prévu par les textes et la pratique. Comment est-ce que ça se passe? J'aurais souhaité qu'il y ait des justiciables ici, peut-être 2 qui ont suivi une procédure jusqu'à obtenir une décision, pour qu'ils nous disent quels sont les écueils auxquels ils ont été confrontés. Bien. Mais il faut également enlever l'idée à la population que la justice, elle est gratuite, vous n'aurez même pas 5 francs à y débourser. Ça aussi, ce serait rendre un mauvais service aux justiciables. Voilà pourquoi je voulais dire ceci. D'abord, le justiciable doit savoir que quand il va en justice, il doit s'attendre à certains frais à débourser, notamment lorsqu'il dépose sa requête en matière civile, en matière pénale et autres, en dehors de la matière sociale, donc du tribunal du travail. Et ça, c'est établi. Lorsque nous avons tous écouté la décision du Conseil des ministres, on a dit que c'était des décisions qui n'étaient plus payantes, les décisions de justice. Or, la requête que l'on dépose n'est pas une décision de justice. Elle doit être payée. Et ça, il faut que les justiciables le sachent. Lorsque vous avez perdu un procès, vous devez aller en appel. Et là, vous devez payer ce qu'on appelle l'acte d'appel. L'acte d'appel coûte 6 000 francs, je pense. Vous payez l'acte d'appel. L'expédition qui est une décision de justice, vous ne payez plus. Ça, ce serait rendre service au justiciable que de lui dire non, vous ne payerez plus rien là-bas. Parce que le gouvernement a dit, alors que ce n'est pas ce que a dit nécessairement le gouvernement. Et si le dossier monte à la cour d'appel, qu'est-ce qu'il doit payer là-bas? Il doit payer normalement sa requête pour que l'affaire passe. Mais c'est là où effectivement il y a un couac. Nos 2 greffiers en chef nous ont confirmé ici, en conformité avec les textes, que c'est 10 000 francs que l'on paye. Mais aujourd'hui, à la cour d'appel, on paye 21 500 pour que le dossier soit enrôlé à l'audience. Et pourquoi 21 500? C'est basé sur quel texte? Le greffier en chef, en tout cas, de cette cour, n'a pas donné d'éclaircissement à qui que ce soit. Mais lorsque cela n'est pas déposé, eh bien, le dossier ne passe pas. Sauf si les greffiers en chef ici présents peuvent nous sortir un texte qui justifie cela, mais ça, c'est à dénoncer. Peut-être qu'il y a d'autres arrangements, Maître Clément. Merci, monsieur le journaliste. Je crois qu'ici, nous sommes sur un plateau et nous sommes là pour éclairer les justiciables. Mais il n'est pas besoin, on n'a pas besoin effectivement de citer nommément les gens pour dire que voilà, il y a telle pratique qui se passe, telle pratique qui se passe. Parce qu'en fait, si seulement depuis la nuit des temps, ce montant a été fixé au niveau de la cour d'appel, on tenait certainement compte d'un certain nombre de critères. Mais que dès lors que la loi des finances de 2012 est venue pour mettre l'ordre au niveau de fonctionnement des tribunaux, et je crois qu'on devait en ce moment-là
se contenter de ce qui est prévu par les textes. Donc, il n'est pas besoin pour nous de revenir sur certaines pratiques qu'on doit effectivement décrier peut-être et tout. On a mis l'ordre et aujourd'hui, nous devons effectivement nous contenter de ce qui est prévu par les textes. Vous ne me dites pas que vous avez payé 10 000 francs auprès du greffier en chef de la Cour d'appel pour que le dossier soit enrôlé et il ne l'a pas fait. Non, je crois qu'il le fera à partir de maintenant parce que la loi est venue pour mettre effectivement l'ordre là où pouvait exister un tout petit peu de désordre. Oui, mais on avait par exemple un arrêté conjoint des ministres qui avait fait une certaine tarification. C'est sur la base effectivement de cet acte que nous étions en train de fonctionner. Mais aujourd'hui, cet arrêté n'a plus besoin d'être cité. Et c'est de la même manière également qu'on parlerait d'un certain nombre de provisions qui pouvaient être fixées à l'époque. Je vous ai dit tout à l'heure que lorsqu'on fixe par exemple la provision à 10 000 francs, le président du tribunal peut être amené à augmenter par ordonnance cette provision parce qu'on suppose qu'il y a complexité en la matière dans le cadre des notifications ou des jugements avant dire droit qu'il faut notifier ou un certain nombre de choses. Et donc la provision telle que fixée par la loi n'était pas stable, mais qu'on pouvait la modifier par le président du tribunal. Et donc je crois que à l'époque, certainement que le président du tribunal était amené à modifier le montant de la provision au niveau de la Cour d'appel en tenant compte d'un certain nombre de critères et que cette pratique a continué jusqu'à un temps révolu. Mais rien n'empêche à ce qu'on puisse effectivement mettre fin en tenant compte. Nous savons que là, parfois peut intervenir aussi le comportement, parce qu'il y a la subtilité. Mais si jamais un justiciable est confronté à une telle situation où il sait que là, on ne paye pas, mais on me demande de payer. Un justiciable qui est confronté à cette difficulté, il doit nous voir, nous qui sommes des responsables de greffe, parce que nous sommes des chefs de greffe, nous sommes des chefs de ce personnel, et donc en ce moment-là, il n'a qu'à se confier à nous, et nous réglons immédiatement le problème. Parce que nous sommes en train, vous savez que c'est une loi qui venait d'être promulguée, et on est en train de la mettre en œuvre. Et donc, dans la mise en œuvre d'un certain nombre de lois, comme d'autres d'ailleurs dans notre pays, il peut s'avérer qu'il y ait un certain nombre de difficultés sur le terrain pratique. Mais cela ne veut pas dire que nous avons une volonté manifeste de mettre un frein à l'exécution de la loi. Mais dans le cadre de ces difficultés de fonctionnement, il y a lieu de vous rapprocher simplement des responsables que nous sommes, et puis après nous arrêtons parce que nous avons la volonté ferme de faire que la justice soit accessible à tout le monde. La justice accessible à tout le monde, monsieur Louganana, qui représente d'ailleurs la commission diocésaine du CCP, ici, la société civile. Une observation, une question? Je suis en train de suivre tous les acteurs et on cite abondamment la loi de finances de 2012. Mais moi je crois bien qu'avant cette loi de finances, il y a eu un conseil des ministres. C'est un conseil des ministres du vendredi 7 octobre 2011 qui, en son point 2, consacrait la gratuité de certains actes, même en matière commerciale, c'est-à-dire que ce soit des commerçants qui importent ou exportent, en matière de santé aussi, tout comme en matière de justice, on a dit que les décisions de justice, le casier judiciaire et le certificat de nationalité devaient être gratuits. Et moi, je pense bien que c'est certainement que cette disposition que le Conseil des ministres a inscrite dans son compte rendu de ce 7 octobre-là, que la loi de finances a essayé, sinon a intégré dans son corpus. Et lorsque nous regardons cette loi de finances-là, lorsque le ministre des Finances de l'époque, qui a été finalement reconduit, M. Gilbert Ondoko, a présenté ce projet de loi de finances, quand il était encore projet au Conseil des ministres, il a bien évoqué un contexte. D'abord un contexte international qui était fait de crise, et puis un contexte national fait de grande pauvreté, et que le gouvernement s'était lancé dans une lutte contre la pauvreté. Donc, pour traduire en acte cette lutte contre la pauvreté, il fallait donc procéder à la gratuité d'un certain nombre d'actes. Mais nous, notre souci, c'est lequel? C'est que nous constatons qu'il y a comme une contradiction entre cette loi de finances de 2012 et le Code général des impôts dans certaines dispositions qui ont été citées ici. Si vraiment il y a gratuité, nous aimerions que les pouvoirs publics, notamment le gouvernement, nous disent à quel niveau commence cette gratuité et à quel niveau doit s'arrêter cette gratuité. Parce que si, au niveau des greffes, certains actes de justice, comme les décisions, doivent être délivrés gratuitement,
Alors il faudrait que, au niveau du Code général des impôts, qu'on regarde un peu ces dispositions-là qui prévoient un certain nombre de frais d'enregistrement, si on pouvait les revoir soit à la baisse ou tout simplement le supprimer pour rendre la gratuité effective. Aujourd'hui, nous pensons que tout le problème, c'est que dans ce pays, on ne vulgarise pas les textes de loi correctement. Le seul canal que nous avons généralement, c'est le journal officiel. Mais ils sont combien des Congolais, le Congolais lambda, qui savent qu'il y a un journal officiel qui existe? C'est aussi ça la mission des parlementaires. Les descentes parlementaires qui doivent être effectuées dans les circonscriptions, ça doit aussi être des descentes pour aller expliquer aux citoyens le contenu des lois, de sorte que les citoyens soient de plus en plus éclairés, et cela fera en sorte que ces citoyens-là puissent être mieux informés et puissent savoir comment s'y prendre. Mais nous constatons que ceux-là qui ont la charge aussi de la vulgarisation des textes ne font pas correctement leur travail, sinon qu'ils font autre chose que le mandat pour lequel ils ont été investis par le peuple. Donc je pense bien qu'il faudrait qu'on arrive à harmoniser les dispositions de la loi de finances et ces dispositions-là du Code général des impôts qui consacrent l'enregistrement, pour que vraiment qu'on mette le justiciable ou l'éventuel justiciable à l'aise. Nous avons aussi constaté que la peur de la justice aujourd'hui, la peur de se rapprocher des juridictions fait que un autre type de justice se développe. C'est une justice parallèle et plus expéditive. J'ai eu une affaire, au lieu d'aller devant une juridiction, je vais d'abord perdre beaucoup d'argent et surtout que je n'en ai pas. Et encore dans 2 matins, on retrouvera l'auteur du crime ou de l'infraction dehors, tant mieux qu'on règle le problème. Ou encore, c'est aussi une justice non contentieuse qui se développe au moyen des règlements amiables qui parfois ne tiennent pas longtemps. Maître Ido va réagir. Merci beaucoup. Le propos de M. Luganana est vraiment émaillé de recommandations. Donc je pense que la justice peut s'adresser au gouvernement par les canaux qui sont les siens. J'aimerais revenir sur ce sur quoi je me suis engagé à développer tout à l'heure. Plus précisément, cette question des coûts et puis des pratiques. Maître Ngatali, vraiment, c'est un grand défenseur des greffières. Je peux le dire. Et Maître Bourreau aussi. Mais je connais mes 2 grands frères. Ce qu'ils disent, c'est ce qu'ils font. J'aimerais me retrouver dans la peau du justiciable pour essayer d'apporter ma réflexion un peu plus profondément à cette question. Je me suis retrouvé récemment, il y a quelques jours, dans un cas de succession. Un monsieur qui est décédé en 1968, dont la déclaration n'a pas été faite. La déclaration de décès n'a pas été faite. Et la succession vient requérir mon ministère en vue de la liquidation. Je me réfère à l'article 60 de notre Code de la famille. Je me suis adressé auprès d'une instance judiciaire pour obtenir un jugement. Et je vous dis, j'ai payé la requête. Les frais de la requête ont été payés. Mais il y a quelques jours, il y a moins d'une semaine, je vous le dis, j'étais obligé de payer les frais de levée de la grosse. Je les ai payés. Je les ai payés, ces frais-là. Je les ai payés. Ça veut dire qu'il y a encore subsistance des vieux démons. Ça, c'est dans la pratique de chaque acteur. Hein? Je ne dirai pas ici le nom de la juridiction auprès de laquelle j'ai payé ces fonds. Mais ces pratiques subsistent encore. Je vous le dis que ça subsiste encore. C'est vrai que Maître Ngatali tout à l'heure a souligné que c'est un apprentissage. C'est juste déjà. C'est une nouvelle loi. Et je pense que bon, à partir de l'année prochaine, elle va prendre sa vitesse de croisière dans son application. Donc, alors Maître Bourreau, puisqu'il y a suffisance de... Je voulais aussi aller plus loin, je vous en prie, parce que la justice est paix. Moi je dis que le maître mot c'est la transparence. Nous n'avons pas un huissier de justice dans notre tribune. C'est vraiment regrettable. Je me mets toujours dans la peau, cette fois-ci toujours dans la peau du justiciable. Hein. Je ne suis pas notaire ici. Je n'interviens pas en tant que notaire. J'ai remarqué, c'est sûr que Maître Senga ne me contredira pas, une velléité de double facturation auprès des huissiers de justice. Ça fait longtemps que je suis dans la pratique du droit. Voilà, c'est vrai que ça fait 8 ans que j'ai prêté serment. Mais j'ai commencé la pratique du droit dans un cabinet d'avocats. J'ai choisi le notariat après, c'est vrai.
Mais c'est vraiment constant, cette double facturation. Les huissiers de justice ont souvent tendance, ils viendront me contredire peut-être au cours de notre tribune, à facturer à la fois les adversaires de leurs clients et leurs clients à la fois. Ça, je l'ai vécu moi-même à travers de beaucoup de procédures. Et ça, je pense que ça porte un coup fatal à la bourse du justiciable. Hein, je pense que c'est des questions. Maître Senga dit qu'il faut qu'on dise les choses clairement, des choses qu'on n'a pas dites, il faut qu'on les dise. Il faut qu'on aide nos populations. Hein, moi, j'ai vécu ça moi-même dans mon cabinet. J'étais obligé de dire, maître, ce que vous faites, c'est pas bien. Vous ne pouvez pas à la fois facturer l'adversaire de votre client et le client même. Et ça se passe souvent en matière de recouvrement de créances. En matière de recouvrement de créances, c'est souvent l'adversaire du client de l'huissier de justice qui supporte la facture. Et à la fin, le client de l'huissier paye à l'huissier ce qu'il lui a demandé. Monsieur Lugana. Ici, nous avons un barème de tarification des actes d'huissier de justice en République du Congo. Ça a été adopté à une assemblée générale du 20 septembre 2008. Une assemblée qui s'est tenue ici à Pointe-Noire. J'ai essayé de parcourir les montants. Je vois par exemple ici, acte de conservation, de saisie conservatoire de créances, 75 000 francs pour un particulier, 90 000 francs pour un commerçant et 150 000 francs CFA pour une société. Je ne prends que ça. Mais lorsque je regarde un peu les 75 000 francs, ce n'est même pas le SMIC, je crois. C'est 70 000 francs. Plus que le SMIC, c'est 60 000. Voilà, donc il y a déjà un problème. Et je me demande, les huissiers de justice, d'où ils tirent cette tarification? Est-ce qu'il y a une loi qui existe, qui prévoit cela, et qu'ils se sont inspirés de cette loi pour produire ce document? Donc, nous aurions souhaité qu'il soit là pour nous donner des éclaircissements là-dessus. Tout à l'heure, Maître Ido a parlé de la tarification qu'eux, ils pratiquent. Il y a déjà une base existe et tous les notaires sont sur ça. Même si le ministère de tutelle n'a pas encore validé, mais ils sont déjà sur ça. Mais les huissiers de justice, sur quelle base ils ont tiré ce document? Il fallait bien qu'il soit là pour nous expliquer parce qu'il y a des sommes vraiment exorbitantes ici. Je reviens donc à monsieur le greffier en chef du tribunal de grande instance. Nous semblons comprendre que la loi dit quelque chose. Sur le terrain, c'est tout autre chose qui se fait que prévoit la loi. De quelle loi il s'agit? On nous dit gratuit, mais lorsqu'on arrive sur le terrain, on dit payé. Mais puisque le client ou le justifiable veut que son dossier soit traité, il est parfois obligé de payer, même là où il n'allait pas payer. Quelle garantie donner à ces citoyens? Tout à l'heure, je crois que mon collègue a pris la parole. Il a dit que c'est la loi vient d'être promulguée. Et vous voyez, dans l'exécution de cette loi, il peut y avoir déjà des déviations. Mais en fait, nous allons veiller sur ça. Nous veillerons sur ça. Parce que, vous voyez, l'application d'une loi, c'est pas facile aussi. Hein? C'est pas facile. S'il y a ces dérapages-là, je crois que nous veillerons sur ça. Nous veillerons sur ça. Vraiment. Voilà, on veillera sur l'application de la loi. Nous sommes à la fin de notre tribune. Maître Senga, en quelques mots. Oui, en quelques mots, nous avons ici deux greffiers en chef qui ont vraiment pris l'engagement, comme a dit Maître Ngatali, de corriger certaines choses. Mais vous allez me permettre, parce que je constate que les greffiers en chef sont confrontés également à certaines difficultés. Vous voyez, ils ont la charge de grands services. Mais ce que les pouvoirs publics, en prenant tout à coup certaines décisions, ont pris des mesures d'accompagnement. Vous voyez, lorsque nous regardons le travail abattu par les greffiers en chef, il leur faut du papier, il leur faut de l'encre, il leur faut changer des rubans, etc. Tout à coup, on dit, bon, ça devient gratuit. Mais l'acte, plutôt le certificat comptable, là, le greffier en chef, à tout moment, doit payer le ruban, doit payer l'encre. C'est justement la raison pour laquelle nous ne nous adresserons pas ici au greffier en chef, mais au pouvoir public, au ministère et à l'État, que lorsqu'ils prennent des décisions,
faut qu'il puisse faire des études préalables et faire accompagner ses décisions de certaines mesures pour que les dysfonctionnements sur le terrain ne puissent pas retomber sur la tête des exécutants, alors que ce sont eux les vrais responsables de ces dysfonctionnements. Merci. Alors, Georges Guilla. Moi, je reviens toujours sur cette question de la justice, parce que le thème, c'était l'accès à la justice qui est freiné par les coûts. Eux, en technicien, ils nous disent non, il faut distinguer les actes, les décisions. Mais non, mais nous, c'est les pauvres citoyens qui ne comprenons rien à ce français juridique-là. Voyez-vous, Alain l'a même dit, ça risque de créer la vendetta. Or, on nous dit qu'il ne faut pas se rendre justice. Il y a même des infractions pénales qui se règlent maintenant à l'amiable. Et tout ça seulement parce que la justice est vraiment chère. Imaginez un peu que des gens se chamaillent pour une affaire de 15 000 francs. Bon, on nous dit qu'ils finissent par se battre. La somme contestée, c'est 15 000 francs. Mais pour que vous recouvrez vos 15 000 francs, vous dites qu'il faut d'abord une provision de 10 000 francs. Bon, ça, c'est vraiment difficile. Parfois, ça se règle à la gendarmerie. Ça se règle à la gendarmerie. Mais même là-bas, on vous dit que la convocation est payante. Même quand on dit que ce n'est pas payant, on vous dit... Mais donc, je rejoins les propos de Maître Senga, parce qu'il ne faudrait pas qu'on dise que la convocation est gratuite et que... Où ce sont donc les gendarmes et les policiers qui montent? Si on leur affecte un budget pour le fonctionnement, alors pourquoi encore demander aux clients de payer les services alors qu'ils reçoivent de l'argent pour cela? Mais je rebondis sur ce que vient de dire monsieur Alain. Voyez-vous, on a mis la population civile entre parenthèses juridiques. Le montant évoqué de 75 000 francs. Il y a souvent beaucoup de problèmes qui se passent à la cité, surtout sur les baux, les problèmes de location de maisons. Un huissier, quand on lui dit, bon écoutez, le loyer en contestation s'élève à combien? À 30 000 francs. Or, mais moi déjà pour l'enregistrement, quand il va, il dit non, donc je ne m'occupe pas de ça. Et entre-temps, nous, la population civile à la cité, nous souffrons. Nous vivons des situations qui finissent parfois par des coups et blessures volontaires. Donc, on déplore que l'huissier n'ait pas été là, parce qu'on aurait dû faire des recommandations, que cela soit peut-être proportionnel, et non pas que ce soit un montant fixé tel quel. Parce que si c'est proportionnel, nous pouvons au moins bénéficier des services d'un huissier de justice. Si on nous dit que la somme en contestation ou les sommes à recouvrer sont de 100 000 francs et que moi je vais prendre proportionnellement, là au moins ça peut être disponible pour nous. Mais quand nous voyons là, on dit que c'est 75 000 francs. Bon. Le loyer en contestation est de 50 000 francs. Déjà ce que lui va percevoir, c'est plus même que ce que... Alors voyez-vous, donc voilà. C'est un problème qui interpelle les pouvoirs publics pour réguler cette situation, Maître Clément. Oui, monsieur le journaliste, je devais revenir un peu sur les propos dont on fait tout à l'heure. C'est aussi le mot de la fin. Ben oui, merci beaucoup. Pour dire qu'il faut distinguer des choses. Parce que raisonner tel qu'il est en train de le faire, c'est comme si aujourd'hui le gouvernement n'a rien fait pour permettre à ce que la justice soit accessible à tout le monde. Je crois qu'on doit faire la différence entre la période d'avant cette loi de finances 2012 et la période de maintenant là, pour permettre à ce qu'on puisse effectivement faire la différence et savoir que la justice aujourd'hui peut être un peu plus accessible aux citoyens, aux justiciables que les années passées. Maintenant, s'il peut y avoir subsistance d'un certain nombre d'obstacles ou de problèmes en ce moment-là, ça relève simplement de la pratique et que nous, qui sommes des acteurs judiciaires, nous qui sommes des chefs de greffe, nous sommes en train de veiller à ce que cela ne se reproduise plus. Sinon, on n'aurait pas pensé qu'il y a effectivement un effort qui est en train de se faire, mais nous sentons qu'il y a une volonté manifeste de la part du gouvernement et de notre propre part pour faire en sorte que la justice soit accessible à tout le monde. Et aujourd'hui, nous devons demander aux citoyens, ceux qui ont réellement des problèmes, de s'approcher à la justice, parce que la justice est le dernier rempart du citoyen. Déjà que notre loi ne fait même pas obligation. Je vais peut-être offenser mon frère avocat qui est juste à mes côtés pour dire que la loi ne fait pas obligation pour avoir accès à la justice, le ministère d'un avocat. Et donc, le justiciable est libre de s'adresser au tribunal. Et même quand il arrive au tribunal, même lorsqu'il ne sait pas rédiger sa requête, le greffier qui est là
conformément à la loi, doit faire cette requête pour lui. Et donc, la justice doit être accessible à tout le monde. Et ça, le président de la République et le gouvernement insistent là-dessus. Et nous, qui sommes des acteurs judiciaires, nous devons veiller à ce que cette justice soit réellement accessible. Merci. Merci, Maître Jean-Clément Gattali. Il y a un aspect de cette question que je devrais soulever encore, avant de passer à ma conclusion. C'est surtout les empiétements dans nos attributions respectives. Les empiétements sont aussi un facteur comment j'appelle ça, d'arbitraire. Hein. Pourquoi? Parce que supposez-vous que moi je suis notaire, je suis chargé de dresser des mandats, des procurations authentiques, et un client va voir par exemple un huissier de justice et un avocat qui lui dresse la procuration. Mais l'avocat ou l'huissier de justice ignore ma facturation, ma base de facturation. Mais il va se mettre à facturer comment? C'est arbitrairement. Donc, c'est pourquoi tout à l'heure j'ai commencé à jeter l'anathème aussi sur le justiciable lui-même qui se cantonne dans son coin et qui ne veut pas aller vers la connaissance. Vers qui il doit s'adresser quand il a tel type de problème. Donc voilà, je pense que cette tribune, on l'aura comme on l'a toujours dit, nul n'est censé ignorer la loi, Alain, puisque... merci, je vais rebondir sur le dernier mot de Maître Hugues Ido-Poitiers, qui dit qu'il arrive que les citoyens ne savent pas à qui s'adresser. Est-ce que vous qui êtes des praticiens, des auxiliaires de justice, ne pouvez pas vous aussi organiser des concertations, sinon des campagnes de vulgarisation de votre métier auprès de l'opinion? Ça aussi, c'est un problème important. La dernière fois, je voyais Maître Coelho, quand il était encore bâtonnier, il circulait dans les arrondissements pour expliquer c'était quoi le travail de l'avocat. Est-ce que les notaires ne peuvent pas faire autant? Est-ce que les huissiers de justice ne peuvent pas faire autant? Moi, je crois qu'il faut aussi vulgariser ces métiers-là parce que bon nombre de Congolais ne les connaissent pas encore. Ça, c'est très important. Pour le dernier mot, je voulais dire que cette tribune télévisée s'inscrit dans le cadre des activités d'un projet que nous avons commencé depuis octobre 2011. C'est le projet Droits de l'homme et administration de la justice. L'objectif, c'est de continuer davantage à promouvoir l'état de droit, mais sous l'angle du rapprochement du citoyen de la justice. Voilà ce que je voulais dire et la commission remercie tous les acteurs qui ont répondu favorablement à notre appel. Merci, Maître Mathias Pouroudinga. Alors, votre mot de la fin, sur de tout ce qui vient de se dire, mais aussi aux citoyens qui nous suivent. D'abord, je remercie les organisateurs de cette tribune. Je remercie aussi les journalistes. Et je voulais tout simplement dire aux justiciables qu'il n'aient pas peur, parce que la justice est pour tous. La justice est pour tous. La justice n'est pas seulement pour ceux qui ont de l'argent ou ceux qui ont des moyens. Non, la justice est pour tous. Et à nos acteurs, surtout nos greffiers, je vous ai dit que nous allons veiller sur tout ce qui se passe dans nos juridictions. Et voilà donc, ce n'est plus la peine d'alimenter la peur bleue, ce n'est plus la peine d'hésiter, ce n'est plus la peine de penser que la justice est faite pour les plus nantis. Vous avez entendu tous ces acteurs et c'est à vous d'agir puisque je crois que tout a été dit. Il ne nous reste qu'à vous dire merci de nous avoir suivis et à très bientôt.